À chaque décennie, ou presque, on a l'impression de revivre la même histoire. Des entreprises qui ferment leurs portes, des gens qui perdent leur emploi, les marchés qui s'effondrent. Et à chaque fois, tout le monde se pose la même question. C'est une question un peu troublante, non? Parce que ces crises, ce ne sont pas des accidents isolés. Elles reviennent, sans arrêt, comme si l'économie était programmée pour trébucher, encore et encore. Mais alors, pourquoi? Quand on prend un peu de recul et qu'on regarde l'histoire, le schéma est vraiment frappant. On a toujours une période de croissance, d'optimisme, où on investit massivement, et puis, d'un coup, c'est le choc. À chaque fois, c'est le même cycle qui se met en place. Tout va bien, la confiance s'installe, elle devient même excessive, et puis, tout s'écroule. Et voilà, on touche à une idée essentielle qui change toute la perspective. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces crises ne sont pas des erreurs de parcours, des bugs dans le système. Bon, alors, allons-y. On va décortiquer ensemble ces 3 mécanismes qui, presque à coup sûr, sont à l'origine de ces effondrements. Et une fois qu'on a saisi leur logique, le déroulement d'une crise devient beaucoup plus prévisible. En général, tout commence par une bonne nouvelle. Une innovation technologique, une période de forte croissance. Bref, les entreprises gagnent de l'argent, les opportunités se multiplient et petit à petit, quelque chose change dans la tête des gens. On passe d'une observation plutôt raisonnable à une conviction qui, elle, est complètement irrationnelle. C'est ça l'euphorie collective. Les gens se mettent à prendre de plus en plus de risques, à investir toujours plus parce qu'ils sont persuadés que la fête ne s'arrêtera jamais. C'est l'exemple parfait de ce qui s'est passé avant 2008. Absolument tout le monde était convaincu que l'immobilier était un pari gagnant à tous les coups. Le résultat, des millions de personnes ont acheté, souvent à crédit, parfois bien au-delà de leurs moyens. Cette euphorie a créé une bulle gigantesque qui n'attendait qu'une seule chose: exploser. Allez, passons au deuxième mécanisme. C'est lui qui va vraiment jeter de l'huile sur le feu. Il faut savoir que notre économie moderne tourne en grande partie grâce à la dette. Au début, c'est un super accélérateur de croissance. Le problème, c'est que cet accélérateur a un effet secondaire très dangereux. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. En gros, la dette, ça permet de faire plus de choses, plus vite. Sauf que ce plus, il s'applique dans les deux sens. Et c'est là que tout bascule. La dette en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, c'est juste un amplificateur. Quand le marché monte, elle démultiplie les profits. C'est génial. Mais quand le vent tourne, elle amplifie les pertes de manière absolument dramatique. Et voilà comment tout s'emballe, mais dans le mauvais sens. Une petite baisse des prix, au départ, peut déclencher une énorme réaction en chaîne. Les défauts de paiement créent la panique, les banques ferment le robinet du crédit et l'activité économique se bloque d'un coup. Une crise ne reste jamais sagement dans son coin. Le dernier mécanisme, c'est celui qui explique comment un problème qui semble localisé au début peut se transformer en une véritable catastrophe mondiale. C'est l'effet domino dans toute sa splendeur. Tout est connecté. Les banques sont liées les unes aux autres, mais aussi aux entreprises. Les entreprises dépendent des consommateurs, qui sont aussi des salariés. Alors, quand un seul de ces dominos tombe, il peut entraîner tous les autres dans sa chute. C'est exactement ce qui a fait de la crise immobilière américaine de 2008 une crise planétaire. Pour bien visualiser comment ces 3 mécanismes fonctionnent ensemble, on va ramener ça à une échelle plus humaine. Imaginez une petite ville, n'importe laquelle. En fait, on retrouve tout ici. D'abord, l'euphorie collective. Tout le monde est super confiant. Ensuite, l'amplificateur de la dette, avec tous les crédits immobiliers. Et enfin, la contagion. Les problèmes de l'usine se propagent aux banques, puis aux petits commerces, et finissent par toucher toute la communauté. Eh bien, ce qui se passe dans cette petite ville, c'est une sorte de version miniature de ce qui se produit au niveau de l'économie mondiale. Les acteurs sont plus gros, les sommes en jeu sont bien plus importantes, évidemment, mais la mécanique de base, elle, reste exactement la même. On arrive donc à l'idée la plus importante. Les crises économiques ne sont pas le résultat d'erreurs techniques ou de défauts dans le code du système. Elles sont, en réalité, le résultat tout à fait naturel du comportement humain à l'intérieur de ce système. Au fond, tout peut se résumer à ça. L'économie fonctionne un peu comme un immense pendule qui oscille en permanence entre deux émotions très humaines. Trop d'optimisme nous pousse à l'excès, ce qui crée des bulles, et puis, trop de peur provoque l'effondrement et la crise. Et ce mouvement, il ne s'arrête jamais vraiment. Les crises reviendront, c'est une certitude. Pas parce que le système est cassé, mais parce qu'il est profondément humain. Mais attention, comprendre ça, ce n'est pas être pessimiste, c'est être lucide. Parce que ceux qui comprennent ces mécanismes ne subissent pas les crises de la même manière. Ils peuvent les voir venir et donc s'y préparer. À chaque nouvelle période de croissance, on a tendance à oublier les leçons du passé. L'optimisme revient en force, on se remet à prendre des risques, on se dit que, cette fois, c'est différent.
Et c'est justement ce comportement qui sème les graines de la crise suivante. La vraie question n'est donc pas de savoir si elle arrivera, mais plutôt